Bonjour, bienvenue à Aime l'été, Chantal Lavoie, jeudi 8 août, autre émission qui sera fort intéressante. Aujourd'hui, des sujets fort variés. On s'en va du côté de l'île d'Orléans pour parler d'un lieu dédié à l'histoire et à la généalogie, mais qui accueille à la fois une exposition consacrée à ceux qui nous nourrissent. Également, il sera question d'une série de balados qui traite de thérapies interdites au Canada, mais aussi pour les nostalgiques, une série télé qui revient à la vie grâce au théâtre. Mais d'abord, c'est l'été. Qui n'a pas envie de savourer une bonne crème glacée? On vous présente un nouveau dessert glacé qui est le fruit d'un partenariat bien spécial. C'est la cerise sur le sundae pour une entreprise québécoise. Voici Aime l'été. Au menu de l'émission, oui, Audrey-Anne Tremblay de la Maison de nos aïeux de l'île d'Orléans. On parlera de la vocation de ce magnifique centre d'histoire, mais aussi de l'exposition Au-delà du travail agricole migrant des personnes à part entière. Également, la pièce de théâtre Symphorien est en tournée au Québec. On accueille le comédien Patrice Cocro qui joue le rôle du fameux Oscar Bellemare dans la pièce. Mais Patrice Cocro, c'est aussi un conférencier qui aborde les problèmes liés à l'anxiété. Autre sujet dans l'émission, les thérapies de conversion. C'est l'animateur et producteur Jocelyn Lebeau qui a travaillé sur une série de balados sur ces thérapies, des thérapies interdites au Canada, mais qui existent encore néanmoins. Enfin, notre première invitée se pince encore concernant un nouveau dessert glacé que son entreprise propose dans les épiceries du Québec, la crème glacée en hommage à Barbie, en collaboration avec la compagnie Mattel. On reçoit Maude Saint-Pierre pour en parler dans un instant à Aime l'été. Aime l'été. Bonjour, Nathalie. Bonjour, comment vas-tu Oui, ça va très bien. Alors, est-ce que toi, Écoute, tu sais que je n'ai pas mangé une fois une crème glacée cet été. Je te dirais que moi non plus. Bon, alors il est temps, hein? Oui, il est temps, mais je veux aller goûter la crème glacée de Mme Saint-Pierre. Oui, on va en parler. Et puis, tu sais que Barbie, cette année, a 65 ans. Bonjour, Mme Saint-Pierre. Bonjour vous deux. Bonjour. Ben oui, alors 65 ans, ça se fête de façon importante quand même. On a eu le film, mais là maintenant on a la crème glacée. Oui, tout à fait. Ah oui, on est très heureux de ce beau partenariat-là. Puis, les célébrations ont débuté au début de l'année 2024, donc on a décidé là d'inaugurer son anniversaire avec ce beau dessert glacé-là. Oui, effectivement. Je ne sais pas si Barbie va garder sa taille. Sa taille fine. Bon, mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de diversité, là. Il y a beaucoup de poupées Barbie différentes. Alors, peut-être, oui, il y a ça. Il y en a qui sont un petit peu plus corpulentes, et puis c'est normal. Mais enfin, de toute façon, c'est pas Barbie qui va manger la crème glacée, assurément. Mais racontez-nous d'abord l'histoire, la genèse de tout, de ça, finalement. C'est vraiment une rencontre que vous avez faite par hasard? Tout à fait. En fait, nous, vous savez, on est une entreprise qui est basée dans la ville de Québec. À chaque année, on se déplace là, dans différents salons corporatifs où on peut présenter nos produits à d'autres entreprises, des acheteurs, des consommateurs. Et là, on était à Toronto pour un événement, puis on a rencontré l'équipe de Mattel. Ils ont adoré notre image de marque, ils ont rencontré l'équipe, j'ai eu la chance d'échanger avec eux. Puis ils m'ont parlé là que cette année, c'était la célébration des 65 ans de la poupée Barbie. Donc moi, je lui ai proposé de lui dédier un dessert glacé à la saveur de gâteau de fête de rêve. Donc on a travaillé là-dessus l'automne dernier, puis on est très fiers de l'avoir lancé là, oui. À la fin du Mais dis donc, vous n'avez pas eu ce flash-là instantanément? Est-ce que ça, tout de suite, les petites cloches ont sonné dans votre tête? Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est opportuniste, hein, parfois on choisit des opportunités. Fait que oui, j'ai proposé, on travaillait en fait déjà sur des idées de dessert glacé plus pour les enfants, donc j'avais déjà mijoté à certaines idées. Donc, je leur ai proposé, là, j'ai proposé, je disais pourquoi pas, on va faire un dessert glacé à l'effigie de son anniversaire.
C'était une belle idée. Puis bon, justement, comme on aimait beaucoup on avait apprécié votre travail et puis cette rencontre, alors on a décidé d'établir un partenariat, avec vous, finalement, Mattel. Vous vous êtes associés pour ça. Et puis bon, est-ce que ça a été un travail de longue haleine dans le sens que, bon, pour penser à ce que les saveurs, qu'est-ce que ce serait finalement le fameux, la saveur gâteau de rêve? Oui, bien évidemment, nous, à l'interne, on a notre équipe de recherche-développement est basée à Québec également, puis on a tout un processus là, quand on développe un nouveau produit, la recherche des ingrédients, les discussions avec les fournisseurs, les panels d'analyse sensorielle à travers l'équipe, puis des gens aussi des consommateurs. Donc oui, ça prend un certain moment, évidemment, développer un produit avec la catégorie des desserts glacés qui est tellement compétitive, on veut offrir un produit qui est bien. En plus, avec ce beau partenariat avec Mattel, on était bien fiers de lancer ce produit-là. Mais ce qui est un défi pour nous, c'est que nos produits sont tous sans allergènes, véganes. On n'utilise pas de colorants ni d'arômes artificiels. Donc, quand on développe un produit, on a beaucoup de recherches en termes d'ingrédients pour s'assurer que les ingrédients correspondent à notre cahier des charges initial puis qui répond là, à nos critères finalement. C'est ça, donc, et c'est ce que la compagnie a aimé de vous également, de la qualité de vos produits, c'était très important. Oui, tout à fait. Définitivement, qu'on ait des valeurs d'inclusivité puis d'avoir des produits qui sont véganes. On utilise de l'avoine canadienne aussi. Je pense que, Mattel, souvent, évidemment, c'est une multinationale, c'est une très grande entreprise, mais moi, en travaillant avec eux, j'ai vraiment découvert une organisation qui était très belle collaboration qu'on a faite avec eux, très à l'écoute de nos besoins, vraiment en mode collaboratif. Puis, vraiment, ils souhaitent souligner, mettre en lumière des rôles modèles féminins. Moi, évidemment, je suis propriétaire, on est une entreprise certifiée. Oui, propriété féminine. Oui, c'est ça. Donc, pour eux, c'était ça l'objectif aussi, de souligner là, des compagnies canadiennes de diversité à propriété féminine. Donc, voilà, on est bien fiers là, de collaborer avec eux. C'est vraiment un beau partenariat. Oui. Je voudrais juste qu'on rappelle, votre entreprise, c'est Grazie. Oui, Grazie. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que votre compagnie, qu'est-ce que c'est? En fait, vous produisez des aliments, de la crème glacée? Oui, en fait, on est en affaires depuis 5 ans. Okay. On a fait nos débuts en mi-novembre. On a été les premiers à lancer un mélange à crème glacée molle. Imaginez-vous, c'est très niche, même encore innovant. Un mélange à crème glacée molle à base d'avoine sans allergènes. Donc, nos produits sont vendus maintenant à travers le Canada. On travaille, un des premiers de nos clients, c'était Chocolat Favori, qui a mis nos produits dans leur restaurant, dans leur succursale à travers le Canada. Et voilà, donc on a développé ce crème glacée molle-là, finalement, vegan, sans allergènes, pour des restaurateurs. Puis là, les consommateurs désiraient avoir nos desserts glacés sur les tablettes des épiceries. Donc, notre ADN est vraiment dans les desserts glacés véganes, à base de plantes et sans allergènes. Mais dans les prochaines années, on travaille également sur d'autres catégories là, d'aliments, toujours qu'ils soient véganes et sans allergènes. C'est vraiment notre mission là, d'offrir des produits qui sont de qualité puis réconfortables. Exactement. On le sait, de plus en plus, les gens veulent faire attention, surtout en mangeant du dessert. On veut faire attention à ce qu'on mange. Ouais. On se préoccupe des ingrédients beaucoup. On veut pouvoir en offrir à tout le monde. Tu sais, les gens, c'est souvent, on a des intolérances, des allergies. Donc maintenant, nos produits, ce qui est intéressant, c'est que toute la famille peut en consommer. T'sais. Exact. Alors, au départ, donc, vos produits étaient destinés surtout aux entreprises. Vous aviez des fournisseurs qui n'étaient pas nécessairement le consommateur. Vous ne vendiez pas directement au consommateur, mais là, c'est ce qui est en train de se produire maintenant. Vous êtes distribué dans les épiceries. Alors, on peut, là, à partir de maintenant, on peut mettre la main sur cette crème glacée. Oui, tout à fait. Elle est distribuée là, dans les IGA et également les métros au Québec. Puis, dans les prochaines semaines, mois, là, vous verrez également nos produits à l'extérieur du Québec, dans différentes provinces là, canadiennes. Mais dites donc, vous avez signé une entente d'à peu près 3 ans. Est-ce que ça veut dire qu'après 3 ans, ça pourrait être retiré ou finalement, si vous avez beaucoup de succès, ça va continuer? Bien, on l'espère. Et une collaboration peut être renouvelée. On l'espère qu'on pourra poursuivre
On a déjà des discussions sur d'autres idées, donc on verra pour la suite. Peut-être qu'il y aura Ouais. d'autres choses. Et puis, bien, évidemment, quand on pense à Barbie, vous êtes une entreprise certifiée propriété féminine. Ça n'a pas été facile de faire votre chemin quand même. Vous avez dû faire face à pas mal d'adversités quand même au départ. Oui, bien, sans cachette encore, dans le monde de la transformation alimentaire, manufacturier, c'est encore on dit encore qu'il y a environ 10% des femmes qui sont à la tête d'entreprises, chefs d'entreprise. Donc, moi, avant d'être dans le centre d'affaires, j'étais dans le domaine de l'entrepreneuriat, puis je travaillais avec des femmes entrepreneurs. C'est ce qui m'a donné la piqûre de me lancer en affaires. Je travaillais en financement, puis je trouvais ça tellement important de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Puis encore, c'est vraiment un des chevals de bataille, là, de parler qu'il va y avoir plus de femmes en entrepreneuriat, puis d'oser se lancer. Donc, pour moi, c'est une belle fierté de cette certification-là. Puis, surtout quand on prend des ententes avec des grandes entreprises comme Mattel qui veulent soutenir les entreprises de la diversité. Donc, mon parcours a été, a été quand même... Parsemé d'embûches, mais de beaux succès aussi. De défis. Au niveau de la distribution, oui. Puis, tu sais, à l'époque, j'avais 26 ans quand j'ai eu l'idée, tu sais. Donc, 26 ans, jeune femme qui a un produit qui est un peu différent. Donc, ça a été des défis, oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené finalement à penser à ce type d'entreprise, à vous spécialiser dans l'alimentaire et particulièrement dans ce type de produit-là? Oui, parce que je viens du domaine financier et j'ai des études en finance corporative, donc je viens pas du domaine scientifique alimentaire, disons. Donc souvent les gens sont surpris, mais en fait, il faut dire que je suis une épicurienne, une passionnée depuis des années. Premièrement, ma famille, c'est une famille d'acériculteurs. On a une érablière, donc mon père m'a beaucoup inspiré, ma mère à baigner dans ce monde quand même d'agriculture, d'acériculture-là. Donc, j'ai toujours eu une passion pour les aliments, pour l'innovation alimentaire depuis que je suis toute jeune. Puis ben, c'est vraiment une opportunité qui s'est montrée à moi. En fait, je pratiquais le triathlon au début de ma vingtaine, puis j'ai changé mon régime alimentaire pour devenir végétarienne. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas assez de solutions dans le fond en épicerie qui étaient gourmandes, qui étaient bonnes, puis qui étaient sans allergènes et véganes. Donc j'ai commencé à mijoter qu'est-ce que je pourrais développer, puis ça a été une opportunité les desserts glacés. Donc on a débuté comme ça. Oui, alors finalement, c'est un magnifique partenariat, mais vous faites l'envie, j'imagine, de bien d'autres entrepreneurs. Écoutez, on fait notre chemin, hein, je pense. Oui, exactement. C'est exact, ouais. Alors, on va rechercher la saveur gâteau de fête de rêve, hein, c'est bien ça, le nom de la crème glacée en question. Alors oui, puis ça goûte quoi, exactement, le gâteau de fête de rêve? Oui, c'est pas goûte, évident à décrire. Le glaçage à la vanille un peu. On peut imaginer un dessert vanillé de fête, là. C'est vraiment ça. C'est très... c'est pour toute la famille, mais je dirais que les petits sont en raffolent. Il y a des petits bonbons... on a des colorants, des confettis à l'intérieur, puis la glace, elle est colorée avec du jus de betterave et du jus de carotte. Ah, c'est ça, la couleur, bien sûr, la couleur rose. Évidemment, à l'épicerie, on voit, c'est marqué en gros Grazy. Je regarde en ce moment le contenant, là, et c'est marqué Barbie dessus, bien entendu. Gâteau de fête de rêve. Et donc, vous dites disponible dans les métros et dans les IGA. C'est exact. Bon, alors on va rechercher ça là on a encore de belles journées chaudes devant nous et puis de toute façon en tout temps. Alors ça va durer au moins 3 ans, on pourra s'en procurer et puis peut-être au-delà de 3 ans. Un gros merci Maude Saint-Pierre. Ça me fait plaisir, excellente journée, bonne dégustation. Oui, merci. Merci.
Et de ce pas, nous allons nous allons accueillir Jocelyn Lebeau qui a signé le balado Faire un homme de toi. Fais un homme de toi. Voilà. Bonjour, Jocelyn. Bonjour Chantal, bonjour. Allô, Jocelyn. Alors, bonjour, c'est ça, Nathalie et toi, vous vous connaissez. Alors là, dans ce temps-là, j'ai pas le choix, je vais te tutoyer aussi parce que sinon, on va être bien mélangé entre le vous et le tu. Alors, Jocelyn, tu as tout un parcours, hein. Toi, tu es producteur, réalisateur, tu as été recherchiste, comédien, vraiment, tu as gagné des prix. Enfin, tu sais, on peut pas tout décrire parce qu'on serait là demain matin encore, mais oui. Mais on t'entend cet été aussi à la radio de Radio-Canada. Tu es chroniqueur. Et puis, tu fais plein de choses et tu as plein de projets. Mais tu as surtout, on te connaît aussi pour avoir fait ce fameux balado sur les thérapies de conversion. Alors ça, on va en parler. On parlera peut-être si on a du temps. Si on a du temps, on pourra parler d'autres choses, bien sûr. Mais dis donc, c'est sûr que ça fait un petit moment là, que c'est sorti, mais en fait, on a l'impression que les thérapies de conversion, c'était une chose du passé. Mais finalement, non, c'est quand même très, très actuel. Le travail que tu as fait, c'est très récent quand même. Ah ben, tout à fait, vous avez 100% raison. Première des choses que je veux dire, c'est que je suis pas tout seul dans cette aventure du balado. Philippe Marois est à la réalisation et Jean-Philippe Roux a fait la recherche. Je les salue parce qu'ils ont fait un travail remarquable pour aller trouver des gens qui acceptaient de nous raconter leurs expériences de thérapie de conversion. Alors, une thérapie de conversion, c'est des gens qui essaient par certaines méthodes de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de quelqu'un. On sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas parce que ça a tellement été essayé qu'on saurait si ça avait fonctionné. Et oui, ça s'est passé ici au Canada. En fait, il y a même une étude qui a été faite à la fin des années 2019-2020 qui démontre que près de 10% des communautés LGBTQ+ au Canada, ça veut dire près de 100 000 personnes qui auraient vécu des thérapies de conversion au cours de leur vie. Ça, c'est chez nous dans les dernières années. C'est incroyable. Énorme. Je sais que le journal Métro avait enquêté finalement, et puis c'est encore là, c'est très récent, un journaliste qui avait infiltré un peu ces réseaux-là, et puis parce que ce sont des groupes religieux, il y a différentes personnes qui exercent, qui font ça, là, des thérapies de conversion. Mais c'est encore là très récent, c'est fou, là, je veux dire, on soupçonne pas. Et c'est interdit depuis quoi, 2022? Oui, depuis janvier 2022, c'est interdit au Canada. D'ailleurs, l'ensemble des élus canadiens ont voté pour le projet de loi qui criminalise les thérapies de conversion. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que autant les libéraux que les conservateurs, les Verts, les néo-démocrates, les gens du Bloc québécois, tout le monde vraiment s'est dit non, chez nous, c'est considéré comme une torture d'essayer de changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de quelqu'un. Donc, c'est interdit. Et puis, c'est sûr que là, je vous dis que ça se passait chez nous, mais on a rencontré des gens qui nous confirment, et vous l'avez dit également, qu'il y a des journalistes qui ont fait de l'infiltration encore aujourd'hui. Donc, il faut rester vigilant parce que ce projet de loi-là qui criminalise les thérapies de conversion, ça fait que si vous êtes témoin et si vous savez qu'il y a des gens qui offrent encore ce genre de service-là, je mets entre guillemets parce que je pense pas que c'est un service qu'on offre aux gens, on peut aller à la police, il peut y avoir une enquête carrément contre ces gens-là et ils pourraient être punis gravement. Jocelyn, j'ai une question pour toi. Oui. On sait qu'il y a toujours un élément déclencheur quand on écrit un concept, quand on pense à quelque chose, un projet. Est-ce que c'est une rencontre que tu as faite et pourquoi tu as eu envie de parler de ça? C'est une super bonne question. En fait, c'est la patronne de Radio-Canada Audio, parce que le balado est produit par Radio-Canada sur la plateforme de balado audio. Mm-hmm. Donc, qui s'appelle Natacha Mercure et qui est venue me voir à un moment donné à mon bureau, puis elle m'a dit « Hey Jocelyn, j'ai cette idée de voir est-ce que ça existe encore, les thérapies de conversion? » Parce qu'on était juste après, justement, ce fameux projet de loi-là. Mm-hmm. Et je me suis demandé sincèrement est-ce que je suis la bonne personne pour porter ça, etc. Puis je me suis mis à lire, évidemment, sur la question. Et je me suis rendu compte que moi, si on m'avait offert une thérapie de conversion quand j'étais ado, sans doute que je l'aurais accepté parce que j'en ai pas subi de thérapie de conversion. Mais si je vous ramène
en 95, 96, 97 au Québec, le nombre de personnes qui sont ouvertement homosexuelles et qui sont des modèles positifs dans la société, il y en a quand même très peu. Mm-hmm. Même moi, autour de ma famille, de mon milieu où j'évolue, de l'école où je suis, dans une polyvalente quand même de 2500 élèves sur la rive sud de Montréal, et pourtant, il n'y avait personne d'ouvertement gay. Donc, c'était pas une réalité que je connaissais. Dans les médias, dans les films. Et ça, tu vois, Jocelyn, je t'ai entendu dire ça et puis ça me surprenait énormément parce que j'avais l'impression que l'homosexualité, je me souviens, moi, de personnages comme Christian Lalancette à la télé, là, très caricatural. On riait d'eux autres. C'est ça, on riait d'eux. Puis, mais j'avais l'impression que c'était que par la suite, dans les années que tu nommes, là, au moment où toi, tu es au secondaire, parce que tu es quand même plus jeune que moi, et puis j'avais l'impression que vraiment que tu me dis, non, ça n'existait pas. Je veux dire, je trouve ça absolument incroyable que tu dises ça. C'est étonnant. Vous savez, on disait, telle personne dans la famille a un ami ou un coloc. Même, c'était pas quelque chose qui était autant accepté qu'aujourd'hui. Et c'est fou, le chemin qui a été parcouru depuis justement une trentaine d'années. Et moi, ce que je peux vous dire, le balado est en ligne sur Radio-Canada Audio depuis le début avril. Et le nombre de commentaires de gens que j'ai reçus qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des trucs dans mes DM d'Instagram, qui m'ont croisé sur la rue, qui m'ont raconté à quel point ils font « Ah ben, je suis pas tout seul, moi aussi, j'ai vécu ce genre de réalité-là. » Et ce sont, oui, des personnes peut-être des fois plus âgées, mais aussi même des plus jeunes que nous, parce que c'est pas vrai que tous les milieux sont également ouverts à cette réalité-là. Mm-hmm. Tu sais, Jocelyn, tu parlais des années où tu étais au collège puis que tu te sentais seule. Dans ma jeune époque, tu sais, j'étais recherchiste pour Claire Lamarche. Et puis, j'ai fait beaucoup d'émissions sur l'homosexualité. J'en ai fait beaucoup. Et étonnamment, même dans les années 90, 95, les hommes que je rencontrais me disaient s'il y avait une pilule qui existait pour que je devienne hétéro, je la prendrais. Ben oui, ça, vous savez que c'est une des questions qu'on a posées à tous les intervenants du balado, en fait. Puis, je fais du pouce sur ça parce que le titre du balado, c'est « Fais un homme de toi ». Mm-hmm. Puis, une des raisons pourquoi ça s'intitule comme ça, c'est que, d'ailleurs, à l'adolescence, j'avais cette impression de ne correspondre à rien qui était supposé être un homme. Parce que c'était tous ces stéréotypes. Vous savez, là, un homme, c'est fort, ça pleure pas, ça a une blonde, ça va avoir des enfants. Tu sais, il y avait comme des trucs, je dis pas que les familles homoparentales n'existent pas, au contraire, aujourd'hui, c'est permis et tout ça, et ça existe et c'est formidable, mais à l'époque, c'était pas quelque chose qui était des projets dont on entendait parler publiquement, là. En tout cas, moi, c'était comme... Est-ce que je vais être un modèle raté d'homme dans la société? Là? Fait que ça met énormément de pression sur un ado, je peux vous le garantir, puis sur c'est même des personnes plus vieilles, parce que c'est pas vrai que c'est juste à l'adolescence qu'on peut avoir des soucis ou des questionnements par rapport à ça. Et donc, tu disais que les gens, ils t'ont répondu à cette question. Ils ont répondu à la question, s'il y avait une pilule à prendre... Est-ce qu'il la prendrait? Est-ce qu'il aimerait être hétérosexuel? Exactement. Oui, vous l'avez posé, la question. En fait, on la posait de deux manières. On demandait, à l'époque, est-ce que vous auriez pris une pilule pour changer votre orientation sexuelle et être hétérosexuel? Mm-hmm. Et tout le monde, à peu près, a répondu oui. Et ce qui était très beau, puis c'est ce qu'on entend dans la série, c'est qu'à peu près tous les intervenants qu'on rencontre, on leur dit, s'il y avait encore une pilule aujourd'hui, puis on sait qu'elle fonctionne, est-ce que vous la prendriez? Puis tout le monde répond non. Non. Donc, c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir l'évolution de ces parcours de vie, parce que c'est de ça dont on parle, ce sont des parcours de gens qui vivent avec l'homosexualité, la bisexualité ou des réalités trans. Oui, c'est ça. Donc, il y a des gens, bien sûr, qui aujourd'hui ont fait du chemin. Je pense que c'est Gabriel qui retourne aussi sur les lieux où il a subi une conversion, une thérapie de conversion. Des exorcismes. Des exorcismes, c'est ça. C'est comme vraiment des vraies tortures, là. Il y a des choses épouvantables qui se passent, là. Ça va très loin. Là, tu parles d'un des témoignages. Dans les témoignages dans un des balados. Là. Mais c'est-à-dire que ça peut aller très loin. Puis même, on sait qu'au niveau médical, là, je ne veux pas trop m'avancer là-dedans, mais il y a quand même eu des pratiques aussi douteuses. Alors ça, évidemment, ça fait partie d'eux. On parle de lobotomie, on parle de choses assez épouvantables. Vous avez raison complètement parce qu'en fait, les thérapies de conversion se sont déroulées dans deux milieux principaux, la religion et le milieu médical. C'est ça. Du côté de la religion,
tout dépendant de nos croyances, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on est porteur du démon de l'homosexualité et qu'on doit s'en débarrasser parce que quand on va arriver au jugement dernier, si on a travaillé assez fort, peut-être qu'on va quand même avoir accès au paradis. Donc là, il y a une foule de méthodes qui ont été faites et inventées, des camps chrétiens, je vous l'avais dit, là, des exorcismes, etc. Et du côté médical, ça a pris également plusieurs formes. Il faut quand même rappeler que l'homosexualité, ça a été considéré comme un trouble de santé mentale jusqu'en 1990 par l'Organisation mondiale de la santé. Ça fait 34 ans. C'est fou, donc, c'est sûr que ça veut dire que le milieu médical a quand même essayé de traiter, et je le mets entre guillemets, ce trouble mental-là. Donc, des lobotomies, des électrochocs, des rencontres avec des psychiatres, des psychologues, des médecins il y avait des cures, il y avait des transplantations, par exemple, de testicules d'hommes hétérosexuels sur des hommes homosexuels. Ça a pris tellement de formes. Et comme on nommait au début, ça a tellement été essayé de différentes façons que si ça avait fonctionné, on l'aurait su. Absolument. Mais en fait, tout ça, c'est vraiment... alors, ça peut se passer chez nous. C'est pas juste aux États-Unis, là, dans des États américains ultra-religieux. Non, ça peut se passer ici encore. Évidemment, on parle de montée de l'homophobie, de la transphobie. C'est quand même assez incroyable. Bon, est-ce que, Jocelyn, tu dirais que, dans le fond, c'est aussi parce qu'on en parle plus? Qu'il y a une montée de l'homophobie, oui, de la transphobie. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a eu quand même dans le monde des paroles qui se sont libérées puis qui osent dire haut et fort des choses que certaines personnes pensent. L'homophobie a le mot peur. Là-dedans, la transphobie a le mot peur qui est intégré. Puis la peur, c'est souvent l'inconnu. Puis il est démontré que la meilleure façon de lutter contre l'homophobie et la transphobie, c'est de rencontrer des gens qui sont soit gays, soit trans, et de se rendre compte très rapidement, finalement, qu'on est beaucoup plus semblables que différents. Et ça, cette rencontre-là réelle, elle a un impact sur le moyen-long terme en termes d'acceptation. Puis la série, pourquoi on l'a fait, et c'est ce qu'on se rend compte en fait, même depuis sa sortie, c'est que ça met en lumière les parcours des réalités homosexuelles, bisexuelles et trans. Donc ça permet à des gens qui peut-être n'ont pas eu accès autour d'eux, à des personnes qui vivent ces réalités-là, de comprendre qu'est-ce que ça peut peut-être vouloir dire d'être gay ou trans en 2024. Puis en tout cas, moi, je pense que ça peut ouvrir les esprits ou au moins une porte de dialogue. Chantal, on invite les gens à aller écouter le balado. Peu importe qui on est. Absolument, c'est pour tous. Et puis, c'est très, très intéressant. Ça nous fait voir aussi une réalité qui nous échappe finalement. Et puis, pour la plupart, même quand on est nous-mêmes homosexuels, qu'importe. Mais en fait, c'est toujours cette volonté de contrôle, maintenir toujours l'ordre social dans des rôles très définis. C'est fou, on est encore là-dedans. Alors, ben oui. Ouais. Puis vous savez qu'il y a un spécialiste dans la série qui s'appelle Martin Blais, qui est formidable, qui nous raconte deux choses. La première, c'est que le fondement de l'homophobie, c'est la misogynie. Il y a vraiment une haine du féminin qui dérange. Exact. En tout cas, je trouve que c'est un angle que oui, on l'a entendu quelques fois. Ça, c'est un angle intéressant, parce que finalement, ça concerne aussi les femmes, finalement. Bien sûr que ça concerne les femmes. Et d'ailleurs, l'accès aux soins de transition, par exemple, il y a plein de femmes qui m'ont écrit depuis le début... Jocelyn? Oui, allez-y. Jocelyn, il faut se quitter déjà. Mais est-ce que si tu as d'autres choses à dire, moi, je te reviens tout de suite après la pause. On a une petite pause. Ben, écoute, tu finis ta phrase après la pause. OK, OK, bye. À tantôt. À tout de suite. Vous écoutez Aime l'été. Deuxième heure de l'émission. Alors, deuxième moitié d'heure de l'émission, voilà. Alors, Jocelyn Lebeau, on est avec Jocelyn Lebeau qui nous parlait de ce balado « Fais un homme de toi » présenté sur la plateforme audio de Radio-Canada, donc qui parle de ces fameuses thérapies de conversion. Jocelyn, tu étais en train de dire, juste avant la pause, quelque chose de très, très pertinent. À la fois, on parlait d'homophobie et on parlait de l'aspect féminin qui dérange. Donc, au fond, il y a une espèce de misogynie incroyable. Ben, c'est ce que nous dit Martin Blais, qui est titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle de l'UQAM dans le balado. Et moi, ça m'avait vraiment frappé parce qu'il explique tellement bien. Puis,
après la sortie du balado, j'ai reçu énormément de commentaires de femmes, justement, qui se reconnaissaient dans les propos de la série. Entre autres, on a un épisode consacré aux réalités trans, comment il y a pu avoir, dans le système de santé, de la difficulté pour certaines personnes à avoir des soins d'affirmation de genre. Et il y a des femmes qui m'écrivent pour me dire hey, « ça me fait penser que moi, j'ai tellement voulu avoir la ligature des trompes. J'étais dans mon médecin, puis je disais « je veux avoir la ligature des trompes. » Puis là, il disait « avez-vous une bonne santé mentale? Êtes-vous correct? Vous ne pourrez pas revenir en arrière. » Puis c'était un processus très, très long, finalement, pour avoir accès, alors que la femme était là « mais c'est mon corps. Je sais ce que je veux. Je le demande. » Donc, il y avait des parallèles à faire, même si ce n'était pas la même réalité, mais il y avait comme un lien très clair entre ces réalités-là, en fait. Tout à fait. Bon, enfin, je voulais juste clore avec toi ce sujet très, très important. Mais il faut dire que tu t'es intéressé à toutes sortes de choses, bien sûr, dans ton parcours professionnel. Tu as travaillé sur des documentaires aussi, et je pense à ce fameux documentaire sur Riopelle, entre autres. Oui, absolument, qu'on a fait pour Ici Première. En fait, on se questionnait sur le legs de Riopelle. Qu'est-ce qui reste de lui, alors qu'il aurait eu 100 ans cette année, auprès des jeunes artistes dans toutes les disciplines. Je me suis promené partout à travers le Québec, même ailleurs au Canada, pour rencontrer des jeunes artistes. Ça a été des rencontres merveilleuses. Jocelyn, tantôt, tu disais qu'à ton époque, quand tu étais jeune, vous n'aviez pas de modèle. Laisse-moi dire que tu en es devenu un pour les jeunes d'aujourd'hui. Tu es vraiment une belle personne. Merci beaucoup. Moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ouais. Puis, je l'ai fait avec tout mon cœur, avec toute l'équipe, bien sûr, ce balado-là, parce que je pense que cette haine de soi que moi j'ai eue et que je sais que je suis pas le seul, ben déjà de le partager, d'en parler, ça change quelque chose. Puis la thérapie de conversion, Martin Blais dit dans la série, c'est une entreprise de destruction massive de l'identité et des désirs. Ouais, ça c'est vraiment quelle phrase. Ouais. Et alors, je pense que il faut écouter la série justement pour ouvrir les esprits. Puis tant mieux si il y a d'autres modèles, il n'y a pas juste moi là-dedans. Toutes les personnes qui ont accepté de nous parler partout à travers le Canada, ce sont des modèles de résilience, d'acceptation, d'ouverture, et je pense que ça vaut la peine de porter l'oreille à leur témoignage. Jocelyn Lebeau, merci beaucoup. Bien, merci à merci vous. Infiniment. Jocelyn. Et puis bonne journée, puis beau travail pour la suite. Ouais. Merci beaucoup. Et c'est le temps d'accueillir Patrice Cocro. Patrice Cocro, le comédien bien connu. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Patrice, vous êtes bien occupé cet été avec cette tournée de la pièce Symphorien, entre autres, et oui? Oui. C'est ça, on a repris, il y avait une pause, et là, on a repris. On est allé à Saguenay. Demain, on joue à Trois-Rivières. On va aller à Québec, à Sherbrooke, à Saint-Eustache, à Brossard, à Sainte-Agathe. Alors, il faut aller, bien sûr. C'est facile de trouver toutes les dates de représentation, bien sûr. On a parlé cette semaine, Chantal, on a parlé de nostalgie. Ouais. Les gens, la nostalgie positive. Alors, Symphorien, qui n'a pas écouté Symphorien à l'époque? J'imagine que ça doit être très populaire. Et comme j'étais en train de dire à Chantal tantôt, pour moi, Oscar Bellemare, c'était un de mes personnages. Je le trouvais fascinant. Alors, vous devez tellement avoir de gens qui ont écouté l'émission. Ouais. Oui, d'ailleurs, François Chénier, en début de spectacle, demande toujours, et il demande aux gens de lever la main, ceux qui ont vu l'émission, puis
les mains se lèvent. Là. Alors, Spontanément, les gens, oui. Alors, toute une distribution, bien Oui. sûr. Alors, composée de François Chénier dans le rôle de Symphorien, vous-même dans le rôle d'Oscar Bellemare, qui c'était le oui. croque-mort, là, finalement. On Et l'appelle je comme fais la ça. belle-mère aussi. Vous faites la belle-mère aussi? Oh, c'est très drôle. Ce que jouait Suzanne Langlois, et non pas, c'était pas Béatrice Picard. Béatrice Picard faisait la mère d'Oscar Oui, Bellemare. oui, OK. oui. Et la belle-mère de Symphorien, c'était Suzanne Langlois. Alors, voilà. Puis c'est en fait évidemment tout inspiré de cette série de Marcel Gamache. Hein. Et puis avec, Oui. bien sûr, il y a Nathalie Mallette qui joue Mademoiselle L'Espérance. Oui. Bon, et puis c'est Michel Labonté qui joue Madame Madame Sylvain, Sylvain. qui était jouée par Il y a Juliette Huot. Anne-Marie Binette fait plusieurs personnages et Martin Roux fait Frem. Et puis Yves Bélanger. C'était... Yves Bélanger fait plusieurs personnages également. Oui, c'était Fernand Gignac qui jouait le rôle d'Éphrem à l'époque. Mais en fait, tout ça pour dire que oui, c'est vrai qu'il y a une certaine nostalgie. D'ailleurs, vous savez que là, on va adapter la série Moi et l'autre aussi au théâtre. Ça va être aussi quelque chose de très bien. Alors, mais vous, là, ça fait quand même une quarantaine d'années. Évidemment, on n'aime pas ça dire ça parce que ça fait que, bon, on devine un peu notre âge dans ce temps-là. Mais ça fait une quarantaine d'années. Vous avez fait tellement de productions, au moins 80 productions, si c'est pas plus, là. Oui, j'ai fait beaucoup. J'ai fait de la mise en scène, j'ai fait de la télé, du cinéma, des voix. Mon Dieu, j'en ai fait beaucoup. Oui, vous avez écrit également. D'ailleurs, je pense que vous avez un projet d'écriture là, qui s'en vient, c'est-à-dire que vous allez pour 2025, il y a un projet qui s'en vient. Oui, 25 ou 26, mais là, en fait, je cherche du financement, donc j'ai écrit un solo que je sais déjà par cœur et toute l'équipe est constituée, mais là, c'est le nerf de la guerre, c'est le financement. Ouais. Alors, c'est pas évident. C'est souvent ça, hein, en production, Oui. à l'écriture, et le financement est difficile à aller chercher. Ah oui, mais c'est... D'ailleurs, le milieu des arts et de la télé, y compris, vit une période très, très difficile, quoi qu'on en pense. Les gens se désabonnent de la télé, ou en tout cas du câble, là, puis c'est une période assez... Vous êtes un peu songeur aussi par rapport au métier, par rapport à la carrière, bien sûr. Malgré que vous avez beaucoup travaillé, puis en plus dans un registre où vous pouviez passer un peu de la comédie au drame, vous savez tout faire, là. Oui, j'ai touché à tous les genres, mais c'est une période, évidemment, j'ai 63 ans, on n'est plus la saveur du mois, c'est ça. Puis là, je ne sais pas pourquoi la télévision veut à ce point rajeunir leur image. Ça m'échappe, parce que les jeunes n'écoutent pas la télé, alors je ne sais pas pourquoi on fait ça. Oui, je pense qu'on est dans le même club, là. Oui, c'est ça. Fait que disons que c'est une réalité qui est un peu comme, je m'amuse à dire à la blague, les guichets automatiques sont en train de disparaître, c'est le cas des cabines téléphoniques, des clubs vidéo. Fait que la télé, un jour, probablement aussi, ça va être autre chose. Est-ce que toutes les plateformes et tout ça, ça a un impact sur vos carrières comme comédien? Ben, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes maintenant comme Tout.tv, des trucs comme ça, mais c'est étonnant parce que en fait, les gens migrent beaucoup vers Netflix et les plateformes américaines. Ouais. Alors, et voilà. puis, on en a parlé cet été, nous, ici à l'émission, on parlait évidemment du fait qu'avec la multiplication des plateformes, tout le monde veut avoir sa part du gâteau, comme on dit, mais en fait, c'est que c'est dommage parce que ici au Québec, on avait nos émissions, on avait un sentiment d'appartenance par rapport à nos artistes, nos comédiens et tout. Mais là, finalement, tout d'un coup, on se retrouve avec plein de belles productions, mais qui se retrouvent sur toutes sortes de plateformes. Alors, il faut s'abonner à toutes sortes de plateformes différentes. Alors, on n'y arrive pas. Puis, finalement, on perd de belles productions avec tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette image-là concentrée de ce qu'on fait ici au Québec. Non, ça vraiment... Pourtant, je demeure optimiste, mais je sens vraiment... Je prends la pleine mesure des changements qui s'opèrent. Puis, les changements s'accélèrent, je dirais. Oui, puis j'imagine, Patrice, que c'est partagé par beaucoup de vos collègues et femmes et hommes, là. Oui, tout à fait. Puis quand je suis sorti de l'école, moi, en 86, mais la réalité n'était pas du tout la même en termes de je sais pas, il y avait le Théâtre populaire du Québec qui existe plus, beaucoup de théâtres d'été qui n'existent plus. Puis c'était vraiment un autre monde, là. On avait le temps de tourner, avec la répétition, tout ça. Là, maintenant, ça donne une vitesse folle.
Et encore là, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Voilà. Exactement. Mais vous avez, vous êtes aussi, vous avez quand même certaines spécialités, c'est-à-dire que vous êtes conférencier. Vous avez écrit, d'abord, vous avez écrit une sorte de récit autobiographique autour de l'anxiété. Oui, ça s'appelait Guérir à gorge déployée. C'est en 2014 que j'ai fait ça. Puis, suite à la parution de l'ouvrage, là, j'ai donné des conférences sur l'anxiété. Puis, même si je suis rétabli de ça, mais n'en demeure pas moins que c'est un mal qui est très, très, très répandu. J'en ai donné dans des écoles également. C'est fou, là, c'est vraiment un mal répandu. C'est comme Et de plus en plus jeunes, hein, Oui. De plus en plus jeunes. Les jeunes vivent beaucoup d'anxiété. Oui. C'est que l'anxiété, c'est paralysant, forcément. Donc, ça nuit, bien sûr, à aux réalisations personnelles. Ça met fin parfois à des carrières parce qu'on n'arrive pas à gérer notre anxiété. Puis, comme comédien, j'imagine que c'est un défi de tous les instants. Oui, quand la première crise s'est déclenchée en 83 sur un joint, j'ai très, très mal réagi au THC à l'époque, mais là, il fallait que je réapprenne. Je réapprivoise le quotidien. Reprendre le métro, c'était quelque chose. L'ascenseur, reprendre l'avion, j'ai même sauté en parachute, j'ai fait de la montgolfière. En fait, je me suis appliqué à faire face. Puis plus on fait face, parce que sinon, la stratégie qui consiste à éviter ou à paralyser, il n'y a pas de mouvement là-dedans. Alors, on s'enferme plutôt que de se déployer. Alors, ça demande du courage, bien évidemment, là, mais c'est la voie à emprunter. Oui, c'est un courage que vous avez eu, comme vous dites, de défier vos peurs, vos phobies, en fait. Puis, justement, le fait d'aller, vous êtes un aventurier un peu, en quelque sorte. Vous avez sauté en parachute, fait un tas de trucs, de l'hélicoptère au-dessus d'un volcan actif, quand même. Il faut le faire. Oui, tout à fait. Mais vous lancez des défis. Oui, mais si j'avais écouté mes peurs, j'aurais pas fait le métier, j'aurais pas voyagé, ça aurait été épouvantable. Oui. Alors, mais j'invite donc les gens à aller lire votre livre, très important quand même. C'est les troubles anxieux, c'est vraiment, comme on l'a dit, très, très répandu. On peut pas dire que c'est le mal du siècle, là, mais parce que finalement, de décennie en décennie, ça va tellement vite la vie qu'on va dire que c'est le mal de l'heure. Oui, tout à fait. Alors, et puis évidemment, entre-temps, vous continuez, on vous a vu tellement quand même. On a l'impression de vous avoir vu partout, au théâtre, au cinéma, dans des séries télé, et puis les plus populaires aussi. Oui, tout à fait. Puis moi, je suis pas à la retraite. Là. Non, c'est pas un mot qui fait partie de votre vocabulaire. Non, il y a des amis, en tout cas, de mon copain qui me disaient « Ah, mais là, toi, t'es pas à la retraite. » Je dis « Ben non, pourquoi j'arrêterais? Tant que j'ai de la mémoire, je continue. » On est bien content. Nous, on est bien. Tout le monde est content que vous disiez ça parce qu'on va vous garder longtemps. Alors, Symphorien, la pièce, en attendant, là, quand même, il y a du travail à faire de ce côté-là. Alors, ça va se poursuivre, donc, tout au long de l'été, jusqu'au début de l'automne, quoi? Oui, jusqu'à fin septembre. D'accord. On termine à Montréal, au Théâtre Maisonneuve. Parfait. Mais le décor ne sera pas démoli, semble-t-il. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être une reprise dans un an et demi, quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Bon, écoutez, Patrice, ça a été un plaisir de vous accueillir. Je vous souhaite quand même un bon été et puis plein de projets. Je suis quand même pas inquiète pour vous, là. Je suis pas très anxieuse pour vous. Très gentil. Alors, Patrice Cocro, donc, qui est en tournée présentement dans la pièce Symphorien. Alors, merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée.
Et c'est le temps d'accueillir notre dernière invitée, Audrey-Anne Tremblay, qui finalement, en fait, est directrice générale, je pense, chargée de projet, à tout le moins, pour la Maison de nos aïeux, qui est située à l'île d'Orléans. Bonjour. Oui, bonjour. Là, Merci vous nous faites beaucoup un petit peu de vous rêver, là. recevoir. On- Pardon? Vous nous faites rêver un peu, là. On parce a que- envie d'être chez vous. Ouais, là, on a comme envie d'être chez vous parce que j'ai vu le beau domaine et puis finalement, c'est tellement un endroit de rêve à visiter. Ah! Oui, ben tout à fait, avec le parc à l'extérieur. Donc, c'est vraiment, c'est l'idéal. Donc, autant pour les amoureux, ceux qui veulent profiter un peu de l'extérieur, puis également les amoureux de la culture, étant donné que c'est ça, la maison de nos aïeux, on parle surtout de tout ce qui est l'histoire de l'île d'Orléans, C'est ça. par rapport aussi aux familles fondatrices. Donc, voilà. Situé à Oui. Sainte-Famille, alors Oui. on va en découvrir davantage sur sur Sainte-Famille, à l'île d'Orléans, bien sûr, mais sur l'histoire en général. Vous êtes dédié aussi un peu à la généalogie, en quelque sorte. Oui, exactement. Donc, dans le fond, pour la Maison de nos aïeux, c'est à la fois l'histoire, oui, de l'île d'Orléans, comme vous l'avez dit, mais également sur la généalogie, parce qu'il faut le mentionner, il y a un peu plus que 300 familles qui sont venues s'établir à l'île. Donc, on a développé enfin un volet généalogique. Il y a des visiteurs d'un peu partout qui viennent notamment pour leur généalogie, donc pour confirmer des informations, pour voir aussi au niveau des terres de leurs ancêtres. Donc, voilà. Donc, oui, c'est un volet qu'on a développé dans les dernières années qu'on est très content. Ah oui. Et vous offrez de belles expositions. Il y en a une dont je veux parler en premier. En tout cas, il y en a peut-être d'autres, là, mais celle dont je veux parler, c'est celle qui, finalement, parle de ceux qui nous nourrissent, c'est-à-dire les travailleurs agricoles migrants, en fait, le titre de l'exposition, c'est Travailleurs agricoles migrants, des personnes à part entière. Oui, tout à fait. Donc, dans le fond, c'est une exposition qui a pris place depuis le 30 juin, qui est en cours jusqu'au 15 septembre. Donc, on a encore, en fait, vous avez jusqu'à plus qu'un mois encore pour venir la visiter. C'est une exposition qui est en partenariat avec le réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, donc le RADMAC, et l'équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l'immigration dans la région de Québec, l'IDIC. Donc, c'est vraiment un travail qui a été fait en collaboration et c'est une exposition, dans le fond, qui met vraiment de l'avant justement les travailleurs agricoles migrants qui viennent ici au Québec, mais plus particulièrement sur l'île d'Orléans, parce qu'on doit le dire, dans le fond, c'est pas... c'est un travail qui est souvent méconnu, qu'on voit pas forcément d'emblée, mais il faut quand même le mentionner. Il y a à peu près 7000 habitants sur l'île, plus ou moins, et au plus fort de la saison estivale. Donc, il y a quand même 1000 travailleurs agricoles qui sont là. Exactement. Donc, ça rajoute il y a beaucoup de monde, en plus avec les touristes aussi, étant donné que l'île d'Orléans, c'est très touristique. Donc, voilà. Fait que l'intention comme telle de l'exposition, c'est vraiment, puis ça rejoint aussi notre mission, étant donné que on parle beaucoup de l'histoire, du patrimoine comme tel culturel de l'île, mais il faut le mentionner aussi, ça fait partie de notre histoire, c'est une réalité qu'on connaît à l'île d'Orléans, donc par rapport au travail agricole. Exact. Donc l'exposition présente vraiment des portraits des travailleurs au départ, parce que c'est la deuxième fois que l'exposition est présentée comme telle. Au départ, il y avait 11 portraits, et puis là, on en a une quinzaine. Et vraiment aussi, qu'est-ce qui était intéressant puis qu'est-ce qui est important aussi pour nous, c'est que les textes, oui, sont à la fois en français, mais ils ont également été traduits en anglais et en espagnol. Donc, autant pour les visiteurs anglophones, par exemple, qui pensent à la maison de nos aïeux, mais aussi pour les travailleurs même qui puissent venir voir comme telle l'exposition. Mais oui. Et puis, notamment au début, quand l'exposition a été lancée le 30 juin, on a organisé dans le fond un événement. C'est un peu, on appelle une bibliothèque vivante. C'est des travailleurs dans le fond agricoles migrants qui étaient présents et qui rencontraient en fait, puis on invitait vraiment les gens de la communauté, donc les gens de l'île, puis les gens à proximité aussi, de venir voir, oui, l'exposition, mais de venir rencontrer directement aussi les gens. Les travailleurs, oui. Exactement, Oui. exactement. Donc, voilà. Donc, c'est 15 portraits qui sont présentés. Puis également, il y a un film qui a été réalisé par Philippe Martin,
qui nous montre aussi des images du quotidien, tout ça. Donc, ça rajoute une dimension aussi à l'exposition. Donc, au-delà du texte, du témoignage aussi, qui sont déjà très forts, mais du fait qu'on rajoute des images aussi, ça crée l'ambiance, où on pourrait dire l'expérience est plus complète en Tout ce à sens. fait. Alors donc, des Mexicains, des Guatémaltèques qui sont chez vous, qui travaillent plus de 6 mois par an au Québec et puis qui sont donc privés de leur famille aussi pendant tout ce temps-là. Alors, on va découvrir un peu leurs conditions de vie, comment ça se passe, leurs rêves. Bien sûr que certains aimeraient bien que les familles suivent pendant qu'ils sont ici, parce que pendant ces 6 mois-là, ce n'est pas possible de faire venir sa famille, bien entendu. On sait bien. Et c'est Stéphanie Arsenault qui les a rencontrés. C'est une femme, je pense, elle est enseignante, c'est un... Oui, exactement. Elle est professeure, dans le fond, à l'Université Laval en travail social. Oui. Oui, alors c'est ça. Donc, elle a rencontré ces gens, les a photographiés. Et puis, on retrouve des photos aussi grandeur nature, hein? Oui, c'est ça. Ça rajoute vraiment aussi une dimension. C'est vraiment un peu à échelle humaine. Donc, on voit vraiment on a le texte, mais on a aussi une photo comme telle des travailleurs. Puis, ça me fait penser, justement, quand vous parlez par rapport aux familles, que oui, effectivement, c'est difficile. Là. Par exemple, autant que, par exemple, la famille ne peut pas suivre, mais on voit dans certains portraits, par exemple, qu'il y a des frères, par exemple, que ils sont présents, ils viennent, par exemple, ils sont 3 frères. On voit aussi, par exemple, une mère avec sa fille, dans la mesure où, par exemple, les enfants sont majeurs puis qu'ils peuvent s'inscrire au programme. Donc, il y a quand même des possibilités, mais oui, ça montre tout un peu ces enjeux-là aussi. C'est ça. Puis il y a des gens qui sont chez vous, en fait, qui vont à l'île d'Orléans depuis comme ça, même 20 ans, ou enfin, il y en a qui reviennent année après année, là, depuis très longtemps. Tout à fait. Donc, on peut le voir aussi parce que c'est toujours indiqué, dans le fond, de quel endroit ils sont originaires et par rapport au nombre d'années, le nombre d'étés qui sont présents. Puis oui, il y en a que ça fait plus de 20 ans qui viennent. Donc, c'est sûr que pour eux, puis parfois c'est souligné, là, ça reste toujours une épreuve qui est difficile, mais parfois c'est nécessaire, considérant par exemple leur milieu, considérant aussi leur travail, qu'est-ce qu'ils font là-bas, donc un peu pour combler aussi, pour envoyer des sous à leur famille, donc oui. Et puis, c'est ça, ils obtiennent un salaire, évidemment, qu'ils n'auraient jamais dans leur pays, mais évidemment, c'est en échange de conditions difficiles, justement, de par le fait qu'ils sont privés de leur famille, ils ont des gros sacrifices à faire, puis c'est exigeant, c'est très dur, cette vie-là. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que certains soulignent, là, notamment par rapport à la difficulté du travail, qui est un travail très physique, puis c'est aussi un peu une façon de montrer justement aux visiteurs, surtout autant les gens, par exemple, qui sont à l'île que les visiteurs aussi des environs, bref, qui sont de passage durant l'été, que ils font un travail qui est essentiel, qui est impensable au sens où s'ils sont pas présents, malheureusement, on pourrait pas, par exemple, profiter de tous ces aliments-là. Donc, mais non, c'est ça, ils sont essentiels, bien sûr. C'est ça qu'on sait. Évidemment, on en a parlé beaucoup de ces travailleurs agricoles qui viennent de l'étranger. Alors, et puis même, bon, c'est pas nécessairement le cas, on parle pas nécessairement des fermes situées à l'île d'Orléans, mais on sait qu'ils ont parfois des conditions de vie très difficiles. Et puis, pour eux, il y a la cohabitation aussi avec leurs collègues, là, les autres travailleurs. Oui. C'est pas évident non Oui, plus. tout à fait. Donc, il y a autant la cohabitation entre eux, donc par exemple, les travailleurs qui sont sur une même ferme, mais même par rapport aussi à la population locale, certains le soulignent aussi que, par exemple, parfois ça peut être plus difficile en termes de communication parce que c'est par rapport à la langue, évidemment, donc il y a des subtilités pour le français ou bref. Ça. Et même si eux, certains le soulignent comme quoi que les gens ici sont malgré tout accueillants, tout ça. Donc, oui, effectivement, ça, c'est abordé aussi. Ouais. Puis, on le voit bien aussi que parfois, c'est ça, la cohabitation est quand même harmonieuse, mais ça reste
ça reste une Exactement. difficulté. Puis il y a tout Donc, aussi l'enjeu par rapport à l'apprentissage du français en fin de la langue. Oui. Écoutez, on pourrait en parler longuement, mais j'aimerais vous juste dire que la Maison des Aïeux, vous faites, on peut aller pique-niquer, très important. On peut faire aussi, vous offrez des services de guide, je pense, pour visiter l'île un peu, là. Oui. Oui, tout à fait. Mais dans le fond, pour la Maison de nos aïeux, nous, on est ouvert pour la période estivale, puis même plus longtemps aussi, à tous les jours, donc de 10h à 5h. Ces visites, je vous dirais pour la Maison de nos aïeux, c'est une visite libre. Par contre, on peut accompagner aussi les gens pour présenter brièvement l'île aussi. Donc, ça fait partie de notre rôle s'il y a des questions en généalogie. Puis pour l'exposition au deuxième étage, c'est justement là où prend place l'exposition de l'aide du travail agricole migrant. C'est beaucoup plus libre parce qu'on veut vraiment laisser un peu les gens, on pourrait dire, vivre l'expérience, puis prendre le temps aussi qu'ils aillent à leur rythme pour lire les textes, tout ça. Donc, Tout à fait, oui. mais oui, il y a Parfait. possibilité de visite de groupe, tout ça. Donc, OK. Bon, voilà. écoutez, ça a été un plaisir. Audrey-Anne Tremblay, donc, on parlait de la Maison de nos aïeux et de cette exposition autour des travailleurs agricoles migrants. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Oui, mais merci à vous. Puis je vous souhaite un bel été. Puis Oui, n'hésitez vous pas à venir aussi. nous voir. Donc. Merci. Au revoir. Alors, Au revoir. Nathalie, merci, au revoir. Alors, Nathalie, alors... La semaine achève. La semaine achève, oui, demain. Demain, on est avec Geneviève Borne, Oui. qui revient de Paris Oh. et qui va nous dire tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a vécu. Dans le cadre des Jeux olympiques. Ouais, Merci. effectivement. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et on se retrouve demain à la même heure, entre midi et 13h. Aime l'été. Au revoir tout le monde.